bienvenue sur le plateau d'Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement de Mayotte aujourd'hui. Bien évidemment, nous allons parler d'eau et on va se poser la question tous ensemble de où va l'eau que j'ai utilisée et de ce que l'on pourrait en faire de cette eau. Alors, agir pour l'environnement au quotidien, bien sûr, moi j'y crois. Pour parler de cette question, sur le plateau ce matin, nous avons Naouirou Vita, qui est directeur d'exploitation eau au syndicat des eaux de Mayotte. Bonjour. Bonjour Anne. Et puis nous avons également ici Maëla Marie, qui est chargée de mission à la FMAE. Bonjour. Bonjour Anne. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Première question toute simple. Quand j'ai utilisé de l'eau au robinet et qu'elle part dans la tuyauterie, elle va où cette eau? Elle va dans les tuyaux. Oh Elle va dans les tuyaux. Ah, c'est bravo. Et après, et les tuyaux nous conduisent où ici, Maïla? Logiquement, les tuyaux nous conduisent sur une station d'épuration, donc une STEP. Une STEP. Oui. En fait, ça dépend. Maintenant, ça dépend. Ça, c'est... Ça dépend où on habite, en vrai. Voilà. La vérité, c'est oui, ça. Oui. Ça, c'est la logique des choses lorsque les choses ont été bien faites. Voilà. Maintenant, Ça, après, c'est un autre sujet. Maintenant, on a de l'assainissement collectif. Là, les canalisations vont de chez vous. On le collecte pour l'amener à une station d'épuration. C'est ce qu'on voit derrière vous sur l'image. C'est la station d'épuration du Baobab à Mamoudzou. D'accord. Une fois à la station, on fait comme lorsqu'on récupère de l'eau dans les rivières. On la nettoie. On la nettoie. Donc, là, c'est possible de nettoyer. Par exemple, j'ai fait de la vaisselle, j'ai lavé des casseroles ultra grasses et tout. Enfin bon, bref, c'était vraiment burk. On peut la nettoyer, cette eau? Bien sûr. Waouh. Bien sûr. Il y a des ouvrages qui sont faits et qui sont réalisés pour permettre de rendre cette eau non polluée. L'assainissement, c'est dépolluer l'eau qu'on a utilisée, qu'on a polluée en fait. C'est comme l'eau potable. L'eau potable, on prend de l'eau sale, on la lave pour qu'elle soit consommée. Ici, une fois consommée, on l'amène à une autre station et on la purifie et on la rejette dans le milieu. Donc on enlève les molécules, par exemple, de graisse. Vous avez travaillé dans l'assainissement par le passé, donc vous savez tout ça par cœur. On enlève les molécules de graisse, on enlève les matières fécales, on enlève tous les petits polluants, les petits machins, les petites bestioles, on fait tout ça? On fait tout ça. On enlève tout ça et derrière, logiquement, comme on a pu voir sur la vidéo, elle ressort très claire, cette eau-là. Je dirais pas qu'elle sera aussi claire que l'eau qui arrive des nappes phréatiques, mais elle ressort assez claire. Et cette eau-là, logiquement, peut être directement rejetée en rivière. Donc ça veut dire qu'on prend de l'eau toute sale, par des processus chimiques et mécaniques sûrement, on la nettoie et on peut ensuite la rejeter dans le milieu naturel. On peut la rejeter dans le milieu naturel. Et c'est le syndicat des eaux qui fait ça? Sur les assainissements collectifs, c'est la compétence du syndicat des eaux. Vous en faites des choses, dites donc, au syndicat des eaux. Vous faites de l'eau potable, vous faites du nettoyage de l'eau, de l'assainissement, mais vous faites quoi d'autre? On fait aussi un peu de l'eau agricole. Alors, vous avez dit, et pour redevenir sérieux, Naouirou Vita, vous avez dit il y a l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, ce qui voulait expliquer que, évidemment, en fonction de là où on habite, soit l'eau, quand on habite à Mamoudzou, l'eau, elle va à la station du Baobab. Quand on habite à Bouéni, par exemple, elle ne va pas dans une station d'épuration puisqu'on est sur de l'assainissement non collectif, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi la différence entre les deux? L'assainissement collectif, c'est lorsqu'on on amène les canalisations, comme les canalisations d'eau potable, on amène les canalisations d'eau usée jusqu'aux habitations. Donc les gens se raccordent à une boîte qu'on appelle une boîte de branchement.
Donc les gens amènent leurs installations dans une boîte de blanchiment. Et tous les eaux usées des toilettes, de la douche et de la cuisine partent dans ce gros tuyau. Tout est collecté dessus et part à la station d'épuration. L'assainissement non collectif, c'est l'assainissement individuel par soustraction. Et donc, normalement, c'est une compétence des communes. Aujourd'hui, c'est la compétence des intercos. Parce que les communes ont choisi de regrouper ça au niveau de l'interco, c'est ça? C'est en fait c'est d'accord. C'est une compétence obligatoire des intercos, c'est ça? Tout à fait. C'est une compétence des communes. Comme il y a les intercos qui sont créés, ça devient une compétence. Comme le potable. Hein. Le potable, c'est la compétence. Des intercos désormais, comme les déchets. Tout à fait, des intercos. Et donc, normalement, c'est aux communes de créer un SPANC. Un SPANC, des STEP, des SPANC. Non, un service. Alors, c'est quoi SPANC? Ça veut dire quoi? Alors, si les termes me reviennent, Service public d'assainissement non collectif. Oui, c'est ça. Et STEP? STEP, c'est station de traitement ou d'épuration des eaux usées. Bon. Et on fait quoi avec ce SPANC? Une fois que l'Interco a créé le SPANC, c'est quoi? Ça ressemble à quoi un SPANC? En fait, le SPANC, c'est soit une société, soit c'est une structure, qui va faire le contrôle de l'assainissement non collectif. Donc ça veut dire après comment chaque personne dans une zone d'assainissement non collectif, comment chaque personne fait avec ses eaux usées? Elle les rejette où si elle ne peut pas les rejeter dans un tuyau? Logiquement, elle ne le rejette pas. En fait, c'est il y a ce qu'on appelle, nous, en France, la métropolitaine, il y a ce qu'on appelle des fosses septiques. Oui, on a tous entendu parler de ça. Et tout l'eau qu'on va utiliser dans la maison va partir dans cette fosse septique. Et cette fosse septique, justement, c'est pour ça qu'il y a les services de sang, doit être contrôlée pour que, pareillement, qu'il n'y ait pas de fuite dessus et qu'il soit nettoyé. La réglementation en France, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on est obligé de vider cette fosse septique et de la nettoyer. Et quand on vide cette fosse septique, donc on fait appel à une société. Ici à Mayotte, il y a MAP qui font ça. Il y a je crois qu'il y a mon réseau des eaux, je ne sais plus si ça existe encore, donc comme ça. Et en fait, le réseau des eaux, c'est un de vos sous-traitants, non? Oui, il y a SMA. Et la SMA aujourd'hui, la SMA. Et la SMA, en fait, il y a les gros camions du coup avec les cuves derrière qui viennent pomper cette eau-là, cette fosse. Et voilà, du coup, l'amener à une STEP qui va être traitée, le processus va être la même. Donc, alors, ce qui veut dire que quand on construit sa maison, on construit sa maison avec cette fosse septique. Oui. C'est un outil, c'est pas simplement un trou, quoi. C'est un outil, on met une cuve, je suppose, un machin, et ça fait un travail. Oui, et puis il faut, en fait, le fonctionnement elle-même, hein, c'est, on reçoit toutes les eaux et il y a un emplacement où on a des bactéries. C'est les bactéries qui se bouffent entre eux et puis pour leur vie en réalité. Et puis à la fin, ça. Et elles se nourrissent des déchets dans l'eau, je suppose. Oui, et puis ça devient la boue. Une fois que et c'est comme ça que une fosse dont les bactéries ne sont pas formées, c'est-à-dire que ils n'ont pas de quoi à vivre. C'est une fosse qui ne fonctionne pas. C'est un processus naturel en réalité, où les déchets s'autodétruisent grâce aux bactéries. Mais du coup, pardonnez-moi, mais quand on voit l'urbanisation quelque part un peu galopante, où on construit des trucs à flanc de colline, je dis des trucs parce que quelquefois c'est bizarre, hein, à flanc de colline, sur des toits de maison, en tenant un petit peu sur la terre, un peu sur le toit, et puis on y va. Elles sont où les fosses septiques? Et en fait, à Mayotte, les constructions, on va dire, qui sont un peu à la sienne, les fosses septiques sont sous les maisons. Exactement. Et en fait, il n'y a pas d'accès à ces fosses septiques. Et si, je ne sais plus, si la réglementation ici à Mayotte rejoint un peu celle en France. Mais c'est la France. Oui, mais la en métropole. Mais les fosses septiques doivent être séparées des maisons. Donc en fait, il doit y avoir un accès à ces fosses septiques, du coup, pour pouvoir les contrôler et du coup pour pouvoir les vider. Là, au jour d'aujourd'hui, et la plupart des fosses qui sont sous les maisons, c'est impossible de les vider parce qu'il n'y a aucun accès. Les gens, ils ont rempli
Ils ont construit le fosse et derrière ils ont couvert et ils ont pas créé un accès. Un regard, comme on dit. Voilà, un regard ou une boîte de branchement peut aussi marcher. En fait, aujourd'hui, concrètement, hein, les eaux de Mayotte, on dispose sur l'assainissement un schéma directeur d'assainissement de Mayotte. Donc pour le collectif et le non collectif. En fait, il y a des zones qui sont dans ce schéma directeur, il y a des zones qui sont considérées comme assainissement collectif et il y a des zones qui sont considérées comme assainissement non collectif. Mais quand on regarde bien les constructions et l'exiguïté des parcelles, quasiment ce que mon collègue est en train de nous dire, c'est que la plupart des parcelles, il n'y a pas de place pour de l'assainissement individuel. Les parcelles sont exiguës, on a construit quasiment sur toutes les parcelles. Aujourd'hui, quand on va dans les villages, tout se colle, tout se touche. Donc, ce n'est pas propice à un assainissement individuel. Mais par manque d'investissement sur ce service, c'est-à-dire que tous les villages qui sont considérés comme devant être en assainissement collectif, on n'a pas de stations, des steps derrière pour collecter et transmettre les effluents dans la station, eh bien, tous les villages, quasiment, à part Mamoudzou, Petit Air, Bandélé et la commune de Dembéni, il y a encore des fosses septiques parce qu'on n'a pas encore amené tous les tuyaux partout. Mais alors, pourquoi justement parce que vous parlez de Bandrélé, effectivement, il y a une station, une step à Bandrélé, il y en a une également à Dembéni, mais elles sont toutes les deux en sous-capacité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui amènent leurs eaux usées dans ces installations. Et je pense à la step dite du centre de Sada-Ouangani. Je veux dire, il n'y a même pas un seul client, quoi. Elle ne tourne même pas, cette usine. Pourtant, elle a été construite. Donc, c'est quoi le problème en vrai ? En fait, on a construit l'usine, la STEP, mais derrière, il faudrait en même temps créer les conditions permettant à l'usine d'avoir des charges. Et les conditions sont de réaliser les canalisations d'assainissement qui vont jusqu'à chez les gens, raccorder les gens et amener les effluents. Ce qui est au niveau du STEP du centre aujourd'hui n'est pas encore réalisé parce qu'on n'a même pas, on a commencé à faire de l'assainissement, des réseaux d'assainissement sur Chikoni. À Sada, il n'y a aucune conduite d'assainissement. À Ouangani, il y a des mini-STEP. Et aujourd'hui, pour mettre en service cette STEP, il faut déjà commencer par amener tous les effluents issus des lotissements qui sont notamment à Ouangani, il y en a. Et le réseau est arrivé jusqu'à là-bas. Il faut juste collecter ces effluents. Et pourquoi on ne le fait pas ? C'est en cours. Et par contre, le gros, c'est de réaliser les travaux de canalisation permettant de prendre toutes les 3 communes pour amener les effluents là-bas. Mais après, de la maison jusqu'à la canalisation, donc je comprends bien que sur ces zones-là, les canalisations sont peut-être pas encore installées, donc forcément difficile de se brancher dessus, mais une fois que les canalisations sont là, Dembéni par exemple, les canalisations sont là, mais pour autant les gens ne se connectent pas dessus, pourquoi ? Je pense que c'est la négligence mahoraise. C'est que j'ai ma fosse qui fonctionne, je ne me raccorde pas. Pourtant, la loi exige à ce que ces gens-là soient facturés en assainissement. Si vous avez un réseau collectif qui passe devant vous, il me semble c'est 2 ans. Et vous avez 2 ans pour vous raccorder. Si vous ne vous raccordez pas, vous payez quand même. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens vont courir pour se raccorder lorsqu'ils ont une gêne sur leur fosse. Évidemment. Forcément, mais on peut faire toutes les sensibilisations possibles et imaginables. La personne s'y dit moi, ma fosse ne me gêne pas, il ne va pas se raccorder. Mais le jour où sa fosse le gêne, il ne va pas attendre parce que pour vidanger les fosses, ça coûte très cher.
Et vaut mieux, on se rend compte très vite qu'il vaut mieux être raccordé que d'appeler un camion pour venir vider. Puis entre le temps où on se rend compte qu'il y a un problème et le temps où le camion peut venir, on est aussi bien embêté. On voit dans certaines zones urbaines denses des maisons en dur construites à flanc de rivières. Alors déjà, on peut se demander pourquoi elles ont construit comme ça, mais c'est pas le sujet. Et on voit bien qu'au sortir de ces maisons, il y a des espèces de petits tuyaux qui sortent des maisons et qui vont directement dans la rivière. Est-ce que, et on imagine bien que c'est pas l'eau du robinet qui va dans la rivière. Si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, c'est pas hyper légal ou hyper en règle de faire ça. Non, c'est pas légal du tout. Mais Et pourquoi on le fait? C'est aux communes et aux intercommunalités de veiller à ce que ces régions ne se fassent pas. Moi, en tant que syndicat des eaux, je n'ai pas compétence de police de l'environnement sur la pollution. C'est une compétence de la commune et de l'intercommunalité. Il faudrait qu'ils rentrent chez les gens et puis, s'ils continuent à faire, c'est des amendes, des contraventions pour éviter à ce que ça se fasse. Mais si après, derrière, la famille n'a pas les moyens, il y a une canalisation qui passe dans la rue ou en tout cas à une distance réglementaire et acceptable, si la famille n'a pas les moyens de payer le raccordement de son foyer et de ses eaux usées jusqu'au tuyau du service public de l'assainissement collectif, qu'est-ce qui se passe? Parce que on ne va pas se mentir, faire des travaux, ça coûte cher, surtout quand on n'y connaît rien. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent ici à Mayotte. Nombreux sont ceux qui sont un peu pauvres. Sortir 2000 € pour un raccordement, il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas en vrai. Donc ils ne le font pas aussi parce qu'il y a des questions financières. Anne, je te dis une chose. Oui. Normalement, quand on fait la conduite d'assainissement, en général, on amène la boîte de branchement. Je suis persuadé que construire une fosse septique et se raccorder à l'assainissement collectif, c'est moins cher de se raccorder à l'assainissement collectif que de faire une fosse septique. Maintenant, si la fosse est faite, se raccorder vaut mieux que de vider la cuve. Maintenant, on peut chercher des subventions pour aider les gens à se raccorder, notamment pour avoir des effluents nécessaires pour que la STEP fonctionne correctement. Mais à mon avis, lorsque les gens sont dans le gêne, ils vont se raccorder, ils ne vont pas vous dire « j'ai pas l'argent pour appeler le camion, je veux me raccorder ». Vaut mieux que je me raccorde que d'appeler. Parce qu'une fosse qui ne fonctionne pas, ça peut être toutes les semaines, ça peut déborder. Toutes les semaines ou tous les mois quasiment, ça peut déborder. Si on est capable de sortir, il y a des endroits, c'est 400-500 € la vidange. Si on est capable de sortir 400-500 € par mois pour vidanger, je pense qu'on est capable de se raccorder. On est capable de se raccorder sans attendre de l'aide. Mais quand on envoie tout dans la rivière, là, c'est quoi la prise qu'on a sur les gens? Parce que là, on parle entre gens, on va dire, finalement bien constitués. On a une fosse septique à la maison, c'est pas un péché. Enfin, vous voyez, ça veut dire qu'on a construit quand même avec un souci de préserver l'environnement et de faire les choses à peu près correctement. Mais quand on a construit sa maison ou qu'on a hérité de sa maison de ses parents et que tout part dans la rivière, c'est quoi la prise qu'a le syndicat des eaux ou qu'a l'intercommunalité ou qu'a l'association mandatée par l'interco pour aller sensibiliser les gens? C'est comme toute sensibilisation, il faut accepter d'y aller et de dire à la personne que vous êtes en train de polluer. Et quand vous parlez des maisons qui sont à côté des rivières, certes, il envoie ça dans la rivière, il se débarrasse de cette gêne. Mais derrière, cette gêne va polluer ailleurs. Mais pour les gens qui n'ont pas cette possibilité-là,
quand la mauvaise odeur envahit leur cour ou leur maison, je pense que très vite, ils trouvent la solution pour faire une fosse d'infiltration de ces eaux-là. Donc, il faudrait arriver à sensibiliser. Mais tant que les services de SPONC ne sont pas créés pour contrôler, il n'y aura pas de contrôle. Mais il faudrait que les communes, les intercommunalités créent leur SPONC pour sensibiliser et demander à ce que les gens ne rejettent pas dans la nature et qu'ils fassent des infiltrations. Alors, moi j'ai encore 2 questions à poser. On est sur l'assainissement non collectif, donc continuons là-dessus, vous l'avez dit. Les eaux usées, elles vont on part du principe que la fosse septique, elle marche bien. Les eaux usées, elles vont dans cette fosse septique, les petites bactéries, elles font leurs œuvres et tout, et machin. L'eau, elle va où? Parce que l'eau, elle a été nettoyée quelque part, elle va où? Elle va dans le sous-sol? Elle s'infiltre normalement, il y a une fosse d'infiltration derrière. Et elle repart dans la nature d'une certaine manière, épurée de ses saletés. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand la station d'épuration fonctionne, l'eau, elle est tellement propre que dans certains cas, on la réinjecte dans la rivière. C'est ça que vous avez dit. C'est bien ça, oui. La réglementation, elle prévoit quoi de manière générale? Et dans les stations d'épuration que vous gérez, les eaux usées nettoyées, on en fait quoi après? Pour la plupart de ce qu'on a, c'est pour Babab, par exemple, c'est renvoyé dans le lagon. Mais évidemment, on peut réutiliser ces eaux épurées. Hein. Les agriculteurs peuvent venir récupérer pour le... Mais le souci, c'est entre le point d'usage et le point de collecte. C'est-à-dire qu'il faut aller à la steppe. Et souvent, la steppe, c'est dans les agglomérations. Et là où on peut utiliser ces eaux, ne sont pas à côté. Et du coup, ça pose un problème de comment je récupère. Est-ce que ça me coûte moins cher d'aller récupérer cette eau là-bas jusque dans mon champ? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je trouve de l'eau là pour... La réglementation, elle prévoit, au-delà de ces problématiques et ces questions de mise à disposition qui sont quand même importantes, la réglementation, elle prévoit quoi? On a le droit de faire quoi avec de l'eau de station d'épuration? La réglementation, je dirais pas qu'elle est vaste, mais comme sur certains secteurs, il n'y a pas besoin vraiment de réutiliser cette eau. Sauf que nous, on est quand même en grande difficulté. Nous, en grande difficulté, donc après, il faut avoir quelques idées pour moins ponctionner sur l'eau potable en utilisant cette eau-là, non? Oui, on est en train d'étudier la réutilisation des eaux de steppe. Ça fait combien de milliers de litres à peu près? On a une idée du volume? C'est quasiment... en fait, théoriquement, c'est ce qu'on consomme, on rejette. Hein. Oui, mais comme on a vu, mais 43 000 mètres cubes jour, vous avez dit. Il y a assainissement collectif, assainissement non collectif, et il y a aussi de l'eau qui est utilisée pour laver dehors, pour tout ça. Donc, toute l'eau ne part... Il y a un petit pourcentage qui ne part pas dedans, mais... Mais alors on peut faire quoi? On peut faire de l'agriculture avec. On peut, par exemple, les artisans peuvent travailler sur les chantiers avec. On peut par exemple, les activités de blanchisserie, pas les blanchisseries, non. Coiffeurs. Non. En fait, là où ça peut être utilisé, c'est dans le bâtiment et en agriculture. Mais ça serait déjà énorme si on pouvait fournir de l'eau à toutes ces personnes qui en manquent en plus. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est entre le point où cette eau est disponible. Oui, par exemple la station d'épuration du Baobab, en plein centre-ville de Mamoudzou, en pleine zone de bouchons. Là où on peut l'utiliser, c'est dans la forêt là-bas, là où il y a les agriculteurs. Ça fait un peu loin. Une petite trotte. Et puis faire un réseau pour retourner là-bas, je ne pense pas que ce soit réalisable.
Mais Mais est-ce que c'est pas quand on est face à la difficulté qui est la nôtre avec l'eau potable et on le voit au fil des émissions, est-ce qu'il ne faut pas, un peu comme on dit, réfléchir en dehors de la boîte, c'est-à-dire sortir des sentiers battus et se dire on a là un vivier d'eau monumental qui permettrait d'être utilisé dans des activités, j'entends bien, qui ne sont pas des activités humaines ou qui touchent à notre santé, nos cheveux, tout ça, notre linge, tout ça, je comprends. Mais moi, je suis désolée, l'agriculture, le BTP, nettoyer les rues, arroser les jardins publics, tout ça, ça évite de prendre de l'eau. On le fait, hein, on prend l'eau du robinet, hein, en vrai. en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en train de travailler sur la réutilisation des eaux épurées, des eaux des steppes. Mais on n'a pas encore tout à fait terminé l'étude pour pouvoir exactement dire on peut faire ça avec cette eau-là. Et ce serait quand vous pensez pouvoir revenir sur ce plateau en disant ça y est, on réutilise au syndicat des eaux les eaux des steppes pour faire ça. Laisse-moi un an. Après, je pense que là aussi, la problématique, c'est que on a aussi les eaux de toiture sur lesquelles les utilisations ne sont pas encore aussi performantes. Donc, je pense qu'en premier chacun mesure, chez soi. oui, mais il y a aussi les bâtiments publics et il y a beaucoup de trucs. Ça peut soulager aussi. Mais bien sûr. Ouais. Donc, je pense que là aussi, il faudrait peut-être renforcer déjà ce côté eau de toiture, vu qu'elle est quand même un peu plus saine que épurée. Penser à la réutilisation de cette eau-là. Une fois qu'on sera performant sur la réutilisation de cette eau-là, passer à l'eau épurée, sans négliger les études qui sont en cours. En tout cas, moi, je trouve que cette émission, elle est pleine d'optimisme parce que on a des viviers d'eau qui peuvent être réutilisés pour faire un certain nombre de choses et que aussi, même si on accumule beaucoup de retard sur l'assainissement, on avance. Il faut boire le verre d'eau à moitié plein. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Eh bien, on se retrouve très vite sur le plateau d'AG pour l'environnement avec d'autres invités et un autre thème. À très vite.